Vas-y, tu nous fais une partie de jeu de rôle? Oh oui, oh oui, oui. Oh oui, blablabla. Ouais, oui, 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 oui. Oh, vous êtes beaucoup là. Ah, vous êtes 7 quand même. On va faire une partie de jeu de rôle. Bon, allez, attends, on va faire. Du coup, on va tester un truc. J'ai un dessin là. On va acheter le dessin pour chaque carac. Et du coup, le score, vous allez vous répartir entre 7, d'accord? Allez, d'abord, on va acheter l'intelligence. 26. Ok, comment vous faites? Ah, vous voulez jouer les 7 nains? D'accord. Hé ho, hé ho, on rentre du boulot. Hé ho. Eh oh. Attends, mais c'est quoi vos concepts de personnages? Vous êtes juste des nains, des mineurs nains, quoi. Y a pas trop de variété, quoi. Oui, si, bon, on est tous différents. Regarde, moi, par exemple, je m'appelle Simplet. Moi, c'est abruti. Et moi, c'est agri. Et moi, c'est stupide. Et moi, c'est idiot. Et moi, c'est teubé. Et moi, c'est prof. Parce que du coup, j'ai pris 20 en intelligence, et puis bah, les 6 derniers points, je leur ai laissé. Ok, on n'est pas sorti du sable. Bon, salut messieurs, mesdames, personnes non binaires. Et ben voilà, c'est notre dernier épisode de la longue série sur les mécaniques. On va aborder un sujet un peu plus fun, un petit peu, parce que c'est vrai que c'était quand même très très théorique comme série. Un sujet un petit peu plus fun, même si je pense qu'il y a des petits bouts de théorie à récupérer là-dedans. C'est voilà, on se fait un défi. Ta gang ce soir, tu vas leur donner le même personnage. Tout le monde va jouer le même personnage. Et est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va être intéressant? Voilà. Est-ce que tu te sentirais, monsieur, madame, personne non binaire, parce que je crois que j'ai pas dit bonjour, je sais plus. Est-ce que tu te sentirais capable de running game avec, par exemple, que des guerriers? De prime abord, ça semble absurde de se dire bah, pourquoi tout le monde aurait la même classe de personnages. Parce que souvent, en jeu de rôle, on cherche deux choses. On cherche la caractérisation, c'est-à-dire la caractérisation, c'est avoir un personnage qui soit détaillé et qui soit unique, qui se démarque vraiment des autres. Et on va chercher aussi la complémentarité. Cette complémentarité, elle peut être tactique, par exemple dans Donjons et Dragons, voilà, c'est l'exemple vraiment archétypal du groupe complémentaire, où les personnages, voilà, ont ont des avantages, des défauts bien distincts par les uns par rapport aux autres. On peut aussi rechercher une complémentarité narrative. Par exemple, dans Going for Broke, c'est un jeu d'Avril Alder où on joue en fait une sitcom, une sorte de série télé, quoi. Et c'est pas du tout tactique, hein, vraiment, hein, c'est le jeu le moins tactique de l'univers. C'est vraiment le but, c'est d'avoir vraiment une histoire sympa. Et l'idée, c'est que les archétypes de personnages se complètent, tu vois, que le casting soit varié, tout simplement. Remarque, Going for Broke est aussi assez intéressant dans l'idée, on joue tous la même classe parce qu'on joue que des personnages cuir dans Going for Broke. Et ce qui est très très chouette justement, c'est que il y a plein de, je sais plus combien dans le jeu il y a d'archétypes, mettons une quinzaine. Mettons qu'il y a une quinzaine d'archétypes. Eh bien, ils sont tous, les personnages sont tous très différents et en même temps tous très cool quoi. Enfin, c'est vraiment difficile de choisir tellement ils sont tous très très cool. Et donc, ça te montre la diversité à l'intérieur d'un groupe qu'on considère comme assez homogène, quoi. Donc voilà. Mais, donc, pourquoi je te propose quand même ce défi? On joue tous des personnages identiques. Parce que déjà, la caractérisation, en vrai, c'est pas l'alpha et l'oméga. Les personnages sont très peu caractérisés dans certains jeux minimalistes, comme Sombre, Laser and Feelings ou Ghost Echo. Parce que dans ces jeux-là, l'intérêt est ailleurs. On a aussi beaucoup de fictions, des fictions linéaires, quoi, qui réunissent des persos de même classe. Que ce soit les 7 samouraïs, bon bah voilà, c'est 12 des samouraïs, euh, les films de guerre, les westerns, bon bah les 7 mercenaires, c'est que des mercenaires, quoi, enfin, c'est que des cow-boys, en plus c'est que des cow-boys mercenaires, quoi. Et il y a pas mal de jeux aussi qui proposent aussi de jouer globalement un métier unique, hein.
T'as Cops, où on joue tous des flics, L5R, où on joue tous et toutes des samouraïs. Alors, je sais que L5R proposait de jouer autre chose que des samouraïs. On va dire que c'est la proposition de base du jeu, c'est jouer des samouraïs. C'est quand même ce qui va être le plus rencontré aux tables de jeu. Alors bien sûr, de temps en temps, on se tape un délire, on dit allez tiens, on va jouer des geishas, des courtisans, des clochards, enfin des moines, tu peux le faire. Mais c'est pas la proposition de base, c'est on joue tous des samouraïs, et du coup le jeu, il va essayer de te proposer une diversité dans cette homogénéité, quoi. Petit commentaire de Guillaume Rioux, mon invisible acolyte. Guillaume, il trouve ça très intéressant de dépasser le métier comme la principale façon de se représenter un personnage. L'idée, c'est de sortir de l'approche purement fonctionnelle, même si ça a de grands avantages en termes d'ergonomie. En fait, différencier les personnages par métier, ça donne rapidement un aperçu à la joueuse de ce que peut faire son personnage. Mais que chacun ait le même métier, ça incite à aller plus profondément dans la vie des persos, ou dans le cœur de leur activité, en dégageant des nuances dans les tâches de chacun. Voilà, si tu prends Cops, on joue tous des flics, et du coup, tu vois quand même qu'il y a des sortes de flics différents, notamment, ils peuvent avoir des profils de compétences finalement assez variés, quoi. T'as le flic qui est super bon pour conduire des bagnoles, le flic qui est super bon au pam pam boum boum, le flic qui est vraiment très très bon en interrogatoire, celui qui est très très bon à fouiller les fonds de poubelle, collecter des indices, ainsi de suite, quoi. Celui qui est super bon à lécher les bottes de son supérieur, enfin vraiment, ils ont quand même pas mal des profils statistiques assez variés, quoi. A contrario, nous dit Guillaume, on peut multiplier les métiers pour typer le personnage et lui apporter la subtilité, un background, comme le propose le Grumpf dans Argosia. Alors, j'ai pas lu Argosia, mais ce que je pense comprendre, c'est que on a un personnage de base qui a pas... Il y a pas mal de jeux de rôle où en fait il n'y a pas de classe de personnage, hein, ceci dit. Et du coup, souvent, t'as plutôt une base neutre, tu vois, tu joues un type, et après tu peux acheter des métiers, et c'est vrai que dans les jeux comme Grumpf, t'as tendance à avoir plein de métiers, voilà, oui, ok, c'est vrai que de base je suis guerrier, mais je suis aussi cidrelier, donc cidrelier fabrique du cidre, je sais aussi fabriquer des tonneaux, je fais des super sacs en macramé, enfin ça c'est typique du Grumpf, effectivement, j'imagine bien que le mec, en même temps, il est un petit peu troubadour, et puis il fabrique des marionnettes en chaussettes, enfin voilà, ça c'est vraiment typique des jeux du Grumpf. Et du coup, c'est finalement, là c'est vraiment l'approche inverse, où chaque personnage a plein de petits métiers qui vont le typer, alors que sa base, au contraire, elle est assez neutre. Alors, retour au mes concepts, moi, de Thomas. La caractérisation, elle peut également venir d'autre chose que de ce qu'apporte une classe dans la création de personnages. La caractérisation, elle peut venir de ce que l'on vit du niveau 0 au niveau 6, hein. Et typiquement, ça c'est exploité notamment dans les funnels. Les funnels, c'est des sortes d'aventures de démarrage dans certains jeux OSR. C'est-à-dire que tu vas créer 3-4 personnages niveau 0, tu vas les envoyer dans le donjon, et en fait ton personnage final, c'est le personnage qui aura survécu, en fait, tout simplement, quoi. C'est une espèce de caractérisation darwinienne, quoi, du personnage. Souvent dans l'OSR aussi, ce qui va différencier ton personnage, c'est un peu la façon dont il va se développer par le player skill, quoi. Les directions que tu vas prendre par le player skill, puisque dans l'OSR, les personnages n'ayant pas de compétences, tu vois, c'est vraiment plutôt un style que tu vas lui donner, quoi. Ça va se développer de façon beaucoup plus narrative. Et évidemment, les choix d'exploration, les stratégies que vont adopter les personnages au fur et à mesure, là où ça va les amener dans le bac à sable, c'est ça qui va caractériser les personnages. C'est littéralement les premières aventures qu'ils vont vivre, qui vont forger leur caractère, quoi. La caractérisation, elle vient également du background, c'est-à-dire que, bon, le profil statistique d'un personnage, c'est bien, c'est important, mais souvent, l'aspect littéraire du background va apporter aussi beaucoup de choses, quoi. Et c'est souvent dans ce truc de vous jouez tous des personnages de la même classe, quand même ils auraient le même profil statistique,
Si je dis à tout le monde, allez, prenez le temps d'écrire un background de une demi-page, tu vois, même juste une demi-page, et ben là, du coup, c'est là où les différences vont se marquer, quoi. Je te renvoie à mon contenu, comment créer ou écrire le background de son personnage de jeu de rôle. Il faut que je boive. Bon, bah, également, la différenciation, elle va venir des variations techniques. C'est-à-dire que, ok, si je te dis, bon, bah, vous jouez tous des guerriers, on va tirer les caracs au dé, ou éventuellement en répartition de points. Mais ben, du coup, ça se trouve, il va y avoir des ventilations techniques très très différentes qui font que, malgré le fait que tous les personnages soient de la même classe, ils vont être assez différents parce que, évidemment, qu'un guerrier qui a une grosse force, c'est pas la même chose qu'un guerrier qui a une grosse dex, tu vois, ou un guerrier qui a une grosse intelligence, c'est pas la même chose qu'un guerrier qui a une grosse sagesse. Ou un guerrier qui a que des caracs hyper nuls partout, ça peut être rigolo aussi. C'est quand même un guerrier, mais bon, tu sens que c'est le guerrier, allez, c'est un guerrier d'arrière-garde, quoi. Tu sais, c'est comme dans Astérix, il y a toujours un légionnaire romain qui est vraiment chétif. Tu te demandes, enfin, s'il n'y avait pas la conscription obligatoire, il serait pas dans la Légion, parce qu'il tient pas les critères, quoi. T'sais, le gars, il fait 1m20, il est tout chétif, il parle comme ça. Et il essaie d'éviter, évidemment, la bagarre, mais le problème, c'est qu'il tire toujours à la courte paille pour être quand même éclaireur et aller dans les missions dangereuses alors qu'il est hyper faible. Mais ça, ouais, j'en reviens, mais c'est ce fameux truc de conscription, d'enrôlement obligatoire, et ben ça peut être un très bon prétexte pour avoir des profils très disparates, quoi. Si on prend une armée de métier, fatalement, voilà, pour prendre des guerriers, ils vont tous avoir un parcours assez proche, assez similaire, et on considère que pour la plupart, ils sont là par vocation et tout. Tandis que si c'est la conscription, là, on va avoir beaucoup plus des profils très très différents. On va avoir la personne qui voulait surtout pas être là, la personne qui essaie tout le temps de déserter, la personne qui est faible et chétive et qui est vraiment pas faite pour le métier, l'artiste, voilà, le pacifiste, le tir au flanc, et puis pourquoi pas, à l'inverse, des personnes qui sont arrivées par enrôlement et tout, mais qui sont heureuses d'être là, qui se révèlent. La personne qui a menti sur son âge, tu vois, en fait, il a que 16 ans et tout, il a fait croire qu'il avait 10, il a fait croire qu'il avait 20 ans pour réussir à rentrer dans l'armée, donc, tu vois, le fou de guerre, ainsi de suite. Des brutes sanguinaires qui vont utiliser leur métier pour assouvir leur penchant. Enfin, voilà, là, tu vas avoir avec un système de conscription obligatoire. Enfin, grosso modo, globalement, si tu dis que le groupe, les gens sont réunis pour exercer une fonction précise, mais qu'en fait, ils n'ont pas le choix d'être là, ils ont été enrôlés de force, tu peux avoir des profils très très variés. Quand bien même, ils ont la même fonction. Également aussi, il y a toutes les options de l'archétype ou de livret, quoi. Par exemple, si je prends dans les Sylvonautes, les livrets, ils ont beaucoup, beaucoup d'options. Et pour t'illustrer à quel point, en cochant des options différentes, on va avoir des résultats très variables, j'ai créé un groupe de 6 prétirés qui s'appelle le Commando Vulpin. En fait, j'ai pris le livret du Goupil dans les Sylvonautes et j'ai fait des itérations avec des cochages différents. Et donc j'ai créé 6 Goupils, oui, j'ai que 5 doigts là, donc hop, 6 Goupils. Et ils sont vraiment très très différents, quoi. Donc ça, alors qu'on part entre guillemets sur un peuple, je te renvoie à la notion de cliché par rapport au peuple fantasy, donc il y a le fameux contenu les peuples, le problème des peuples, des races dans la fantasy, les rôlistes seraient-ils racistes? Et en fait, si tu regardes bien, voilà, là j'ai pris six obrenards, ils sont tous turbo différents, et on pourrait faire ça avec des orques, avec n'importe quoi. Enfin voilà, tu peux prendre, tu peux facilement trouver des variations au sein d'un même groupe ethnique. Bah, c'est évidemment très 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 simple, que ce soit bon, c'est tout à fait vrai, bien sûr, dans la vraie vie, plus que vrai, mais ça l'est également dans les jeux de rôle, malgré le vernis de simplification qui est passé par-dessus.
Également, si on a des créations de personnages par questionnaire, tu vois, avec des questions orientées ou par un world building, eh bien, les réponses aux questions orientées et world building vont développer les personnages, quoi. Par exemple, dans Pour la Reine, on n'a pour ainsi dire aucune caractérisation au départ. On est tous et toutes des serviteurs, serviteuses de la reine. Et c'est les questions orientées qui vont faire tout le travail. On va se rendre compte à la fin de la partie que nos personnages étaient tous très très différents, quoi. Également, ce qui peut différencier, c'est la carte relationnelle, c'est-à-dire on peut avoir un background très neutre, on peut avoir aucune différenciation technique, mais si on a une carte relationnelle, les relations entre nous, entre personnages, les relations avec les PNJ, eh ben, ça va apporter beaucoup de variations. Commentaire de Guillaume Rioux. Également, on a les mécaniques de progression, par exemple, les clés de Lady Blackbird, à la fois au début du jeu, mais évolutives en cours de partie. Et donc, ça veut dire que dans Lady Blackbird, c'est ça qui est intéressant, c'est que ton personnage, il progresse pas uniquement à la fin de la partie, mais il peut progresser déjà plusieurs fois au cours d'une même partie, quoi. Et donc, à nouveau, ça, c'est une solution pour partir d'un groupe homogène et aller rapidement vers l'hétérogénéité. Ce que Guillaume nous mentionne aussi d'une manière assez originale de typer, c'est dans ce sens. En fait, les joueuses vont renseigner des faits personnels, donc de leur vraie vie, qui vont être mobilisés pendant la partie. Donc bon, c'est pareil, c'est vrai que dans Sens Renaissance, des personnages sont assez homogènes. Voilà, vous êtes tous des résistances lâchés élus et tout. Et c'est vrai que ce qui va vraiment typer, c'est ce truc-là que tu peux utiliser des faits de ta vraie vie. Alors, tu te joues pas vraiment toi-même dans Sens Renaissance, mais un petit peu quand même et tout. Et donc voilà, ça c'est intéressant, bien sûr. Conclusion à tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, voilà, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi je trouve que c'est un défi RP passionnant. En fait, en choisissant de jouer des personnages de la même classe, on va tirer un trait sur les différences caricaturales entre classes, entre archétypes, et éventuellement entre peuples de fantasy, pour se caractériser grâce aux détails. Ce qui fait que les personnages, en fait, ont plus de profondeur. C'est possible, en fait, jusqu'au vertige. Si tu te rappelles, par exemple, le dessin animé Clone Wars, où, en fait, donc ça vient c'est dans l'univers de Star Wars, et donc on va suivre les clones... Bah, du coup, je crois que c'est après l'attaque des clones. Enfin, les clones sont encore gentils, entre guillemets, sont encore au service de la République, avant que la République, elle bascule vers ce qui va devenir l'Empire. Les clones sont, entre guillemets, encore au service des Jedi, ils sont encore gentils. Et en fait, tu vas voir, c'est pas le cas dans le film, mais dans le dessin animé, qui se passe un petit peu après le film, on voit que les clones, ils ont tous développé une personnalité et un look différent, notamment à travers des tatouages, à travers des coupes de cheveux, des teintures, aussi en fonction de leur section, ils n'ont pas forcément le même uniforme, ainsi de suite, quoi. Alors Guillaume Rioux nous mentionne aussi 1%, un jeu de biker, qui a proposé de choisir des tatouages pour typer son perso. Apparemment, du coup, je suis retourné voir sur le GROG, et effectivement, dans 1%, la notion de tatouage est hyper importante, voilà, pour typer ton personnage, parce qu'en fait, la création de personnage, ça passe beaucoup par tes tatouages, du coup, ça va un peu donner tes caracs et tout. Après, 1% est un jeu un petit peu controversé, parce que c'est un jeu qui, on ne sait pas trop s'il remet en question les clichés masculinistes, voilà, voire suprémacistes assez forts présents dans ces gangs-là. On ne sait pas trop si le jeu les condamne ou les glorifie, c'est pas très net. Les illustrations sont clairement pas ouf parce que, en tout cas, les illustrations sont clairement une glorification du masculinisme. Donc voilà, après, je pense qu'il y a du bon à prendre un peu partout. C'est pas parce que 1% est controversé sur certains aspects qu'il n'y a pas quelques idées mécaniques qui sont dignes d'être nommées dans ce contenu. Eh bien voilà, je vais me faire cancel peut-être, mais c'est pas grave, on assume totalement et on se dit à la prochaine. On a fini la série sur les mécaniques, on va entamer une série sur le roleplay et figure-toi qu'on va rester très proche de ce sujet-là parce que notre premier contenu sur la série sur le roleplay, ça va être
comment créer un groupe de personnages disparates. Donc là, c'est l'inverse, au lieu d'avoir des personnages identiques, on a des personnages très très différents, et comment on les fait tenir ensemble. Donc voilà, petite continuité, j'espère que ça te plaira. On se dit à la prochaine.